Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Focus Santé. 15h03 sur Océan FM, à Océan FM dans le studio numéro 1 de la radio. Et on commence donc cette émission ainsi. C'est une affection fréquente qui est souvent sans gravité. Il est dit que plus de 80% des personnes souffriront de ce mal. Il s'agit de la lombalgie. La lombalgie, c'est le terme médical pour désigner le mal du bas du dos. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, quelles en sont les causes, les symptômes et surtout les précautions à prendre à titre donc préventif. On voit tout ceci en détail donc avec le kinésithérapeute monsieur Christian Goudou. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame la journaliste. Voilà, donc vous serez avec moi pour parler de ce thème, la lombalgie. Et puis, si vous le voulez bien, chers auditeurs, vous pouvez nous joindre par WhatsApp au 65 00 24 24 ou tout simplement dès 15h30, c'est-à-dire dans une trentaine de minutes, nous appeler via le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24. Voilà donc pour les numéros à composer. Voilà, la lombalgie c'est le mal du dos ou du bas du dos. On en saura un peu plus avec le kinésithérapeute. Monsieur Goudou, qu'est-ce que c'est la lombalgie? Oui, merci madame la journaliste. La lombalgie est une douleur qui se situe entre la charnière dorso-lombaire et la charnière sacrée. Maintenant, terre à terre. Voilà, terre à terre. Oui, ça veut dire que c'est une douleur qui siège au niveau du bas du dos, c'est-à-dire juste en haut des fesses. Juste en haut des fesses. Voilà. Donc, c'est pas le dos en tant que tel. Oui, en termes médicaux, le dos est constitué de 12 vertèbres, c'est-à-dire du vertèbre thoracique. C'est dans l'ancienne nomenclature qu'on parle de vertèbres dorsales. Avec la nouvelle nomenclature, on parle de vertèbres thoraciques. Donc, c'est du T1 à T12. Mais l'affection la plus fréquente, ce qu'on désigne abusivement mal du dos, est en réalité la lombalgie. Quelles sont les causes de la lombalgie? D'accord, merci bien. Bon, en matière de causes de la lombalgie, il y a des facteurs favorisants. Voilà, oui, les facteurs favorisants. Que nous allons voir dans la suite de l'émission. Mais si vous le permettez, je compte faire, avec votre permission, quelques clarifications. Oui, allez-y. Au niveau du vote populaire, j'ai entendu, ça n'arrive qu'aux personnes âgées. Oui. Ah oui, mais au niveau des recherches scientifiques, les recherches ont montré que l'âge, la classe modale pour l'apparition de la lombalgie, c'est 45 ans. C'est entre 45 ans et 50 ans. Donc là, on est encore tout jeune. Oui, voilà. Donc, contrairement à ce qu'ils disent, c'est bel et bien des gens qui sont en activité. En activité. Voilà. Et ça nous permet d'embrayer sur cette question. Quelle est l'ampleur du mal au Bénin? Est-ce qu'on a des statistiques sur cette maladie? Oui, les statistiques, il y en a. Il y en a. Et nous allons commencer un peu plus haut. Il y a un grand chercheur, Malcolm, qui a démontré que 90% des individus ont un jour ou l'autre mal au dos. Mieux encore, il y a une étude française qui est arrivée à la conclusion que 70% des adultes ont un jour mal au dos. Et chez nous, c'était là où vous allez poser la question, oui. Au Bénin, oui. Nous avions eu personnellement amené quelques études chez les cultivateurs. Nous avons découvert que 78% des cultivateurs ont mal au dos. Donc, en général, dans les pays en voie de développement, les fréquences varient de 30 jusqu'à 68%. De la population. De la population. Donc, c'est quand même important. Oui, oui, c'est un fléau social. C'est un fléau social. Un fléau. Un fléau social. Parce que dans le souffle, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais déjà dans la décennie 2000 à 2010, l'OMS
a décrété cette décennie des os et des articulations. La lombalgie en est pour quelque chose. Voilà, donc ce qui signifie que c'est un problème qui est crucial, c'est quand même grave, même si on verra tout au long de cette émission, on ne meurt pas de lombalgie, mais on en souffre comme vous le dites, vous le disiez en off. Voilà, on a parlé de l'ampleur de cette maladie dans le monde surtout et un peu au Bénin. Maintenant, on revient sur le sujet, la question de départ, les causes. Même vous aviez dit qu'il n'y en a pas, mais qu'il y a des facteurs de risque. Exactement. Je disais qu'en grande partie, il n'y a pas de cause connue, mais cependant, nous avons quelques causes. La première cause, c'est la hernie discale. C'est-à-dire? Ben voilà, nous allons faire juste un tout petit, enfin un peu d'anatomie. Oui. Où nous allons revoir un peu comment est constituée notre colonne vertébrale. Et vous verrez que notre colonne vertébrale n'est rien d'autre qu'une succession des os. C'est-à-dire des vertèbres, ce sont des os rayonnés, des petits os qui sont agencés. Maintenant, entre les os, vous avez un vide. Le vide est occupé par un élément appelé disque intervertébral. Oui. Ben, ce disque, pour faire terre à terre, représente un coussin. Vous voyez, donc vous devez avoir comme image succession des os intercalés de coussins. Donc c'est ça, la constitution osseuse de notre colonne vertébrale. Maintenant, si juste au niveau des coussins, nous avons l'émergence des racines nerveuses. Donc ce qui fait que si le coussin sort de son canal, en termes médicaux on va parler de protrusion, ça crée une hernie, c'est-à-dire une sortie au niveau du disque intervertébral. Et cette hernie va naturellement coincer la racine nerveuse qui est à son niveau. Et là, ça crée un problème. Quand le nerf est atteint, vous connaissez la réponse, c'est la douleur. Oui. Voilà, donc pour une première cause, nous avons la hernie discale. Bon, à part ça, on peut avoir aussi l'arthrose au niveau des os. Je disais tantôt que c'est une succession d'os. Donc quand il y a dégénérescence du cartilage, parce que l'os est souvent recouvert de cartilage, quand il y a dégénérescence du cartilage, il peut y avoir bel et bien de douleur. Bon, autre cause, on a aussi les fractures. Les fractures. Voilà, les fractures par compression de la moelle épinière peuvent se constituer de ces causes. Et je rebondis sur ça, en disant que c'est l'intérêt que le patient consulte d'abord un médecin avant de venir voir un kiné. Parce qu'en matière de cause, si sa douleur est due à une fracture, ce n'est pas la rééducation qui fera que sa douleur va partir. Voilà, donc il faut faire le geste idéal. Là. Exactement, soit il va voir le médecin prescrit les séances de rééducation, ou il vient voir le kiné, et le kiné étant entouré de beaucoup de médecins, parce que c'est un réseau, le kiné ne travaille pas seul, c'est à lui maintenant de dire, allez, je t'envoie chez le neurologue, ou bien chez le rhumato, ainsi de suite. D'accord, bon. Et après les fractures? Voilà, nous avons le cancer. Le cancer oui, aussi? bien sûr, ça peut être bien un cancer. Et là encore, je rebondis sur ça en disant que au niveau des moyens dont dispose la kiné, il y a le massage. Et là, si c'est dans le cas d'un cancer, le massage ne fera qu'accompagner la patiente avec mourir. D'où l'intérêt de passer par un médecin pour que le diagnostic soit posé. Donc, comme cause, on peut bel et bien avoir des cancers. Et puis, bon, l'autre cause, la sciatique. C'est très connu. Bon, il peut y savoir aussi, il s'agit de l'infection de la colonne vertébrale, les cas d'ostéomyélite. Et bien sûr, il y a aussi des causes iatrogènes. C'est-à-dire à l'hôpital, le patient vient pour une pathologie, mais après les opérations, le patient s'en sort avec mal de dos. Donc c'est la suite, sinon la conséquence d'une autre maladie, bien du traitement d'une autre maladie. Exactement, c'est possible. Voilà. Est-ce que c'est aussi la conséquence de la prise de certains produits, de certains médicaments? Bon, ce n'est pas exclu, mais il n'y a pas une étude scientifique avérée. Voilà. Mais tout le monde sait que les médicaments de la riz constituent des dangers. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut retenir au niveau des facteurs. Bon, là, je suis encore au niveau des causes. Maintenant, en matière de facteurs, comme je vous disais, en général, il n'y a pas de causes avérées. Tout ce que je viens de citer, c'est des causes secondaires. Oui. Voilà, c'est des causes secondaires. Maintenant, si vous le permettez, au niveau de la classification, on verra les facteurs favorisants. Oui, allez-y. Voilà. Bon, donc, en matière de facteurs favorisants, il y a plusieurs facteurs, notamment la manutention des charges lourdes. C'est-à-dire pour prendre un port de charge lourde. Voilà, c'est pas que c'est interdit, mais il y a une manière pour le faire. Si vous le faites autrement, le résultat est là. Par exemple, les enfants qu'on surcharge avec de lourds bagages. Oui, ou même l'adulte. Des grandes personnes. Exactement, ou même l'adulte, en voulant prendre un seau d'eau,
vous le faites de façon courbée, là, sachez que vous vous exposez au risque de la lombalgie. Donc il y a aussi la manière de porter la charge, ou bien de se faire charger même. Hein. Exactement. Voilà, donc ces facteurs de risque-là, on en parlera dans cette émission. Je pense que vous y êtes, les facteurs de risque. Quels sont ces facteurs à part la mauvaise manière de se charger? Voilà, il y a aussi le conditionnement physique. Nous allons parler même du déconditionnement physique, la sédentarité qui constitue un facteur de risque très important. Le fait de rester sur place. Exactement, à ne rien faire. Oui. Ou à faire la belle vie, comme on le dit souvent. À rester scotché devant la télé. Exactement, et puis on ne veut pas faire du tout d'effort, on ne veut pas transpirer. Mais sachez que ça fait bel et bien partie des facteurs de risque. Et ceci se comprend aisément. Vous verrez que ceux qui mènent cette vie de sédentarité ont toujours de l'embonpoint. Et ils ont une pose abdominale. On va parler du gros ventre. Et on prend ça malheureusement comme si baisance. Alors que ce n'est rien d'autre qu'un facteur de risque très important de la lombalgie. Voilà, donc le surpoids, l'obésité aussi. Exactement. Ça agit sur les colonnes vertébrales. Surtout le gros ventre. Voilà. Et pourquoi le gros ventre? Vous devez savoir qu'au niveau de la colonne vertébrale, il y a des groupes et il y a deux groupes musculaires. Bon, pour faire plus simple, vous devez remarquer qu'il y a un groupe qui tire la colonne vertébrale vers l'avant et l'autre qui tire vers l'arrière. Dans le groupe qui tire la colonne vertébrale d'un côté, bon, vous avez les paravertébraux, c'est-à-dire les muscles du dos, et puis les fléchisseurs de hanche. Ça constitue un groupe. Le deuxième groupe, vous verrez les abdominaux, c'est-à-dire les muscles du ventre, et puis les extenseurs de la hanche. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il doit y avoir un jeu d'équilibre pour que la colonne vertébrale soit droite. Ceux qui ont une ptose abdominale, c'est-à-dire un relâchement de la colonne vertébrale, fait que ce groupe devient faible. C'est ainsi que le groupe de derrière, constitué des paravertébraux et des fléchisseurs de la hanche, prennent le dessus. Mais résultat, qu'est-ce qu'on a? Vous avez des gens qui ont des abdominaux qui ne fonctionnent plus, mais qui ont le dos cambré, le dos très très tendu. Vous voyez? Et obligatoirement, ça les amène vers la lombalgie. C'est d'ailleurs ce qui est très très fréquent. D'accord. Donc l'équilibre est important. L'équilibre, quand il est rompu, ça amène vers la lombalgie. Exactement. Et après, ce déséquilibre, on va dire, au niveau de cette partie du corps. Voilà, voilà. Bon, comme autre facteur favorisant, il y a l'absence de satisfaction au travail. L'absence de satisfaction au travail. Ça, c'est purement psychologique. Exactement, exactement. On verra ça tout à l'heure au niveau de la classification, qui a le côté psychologique, surtout pour la lombalgie chronique, et qui peut être vraiment un facteur souvent de chronicité. 90% des patients, sinon la totalité, hein, qui souffrent de la lombalgie de façon chronique, ont un côté psychologique. Et il y a le boulot aussi qui en est pour quelque chose. Voilà, donc un facteur de risque très important, puisque le boulot, ça fait partie de la vie, c'est même une grande partie de la vie. Exactement, exactement. Bon, il y a aussi le fait de mal s'entendre avec son conjoint. Ça va vous surprendre. Tout ça, ça entre en ligne de compte dans les facteurs psychologiques. Voilà, donc là on verra ça, que c'est au niveau du cercle psychosocial, où pour ces catégories de patients, les examens ne révèlent rien. Radiologie normale, même scanner normal, mais c'est des gens qui souffrent. Et là, non seulement c'est de la lombalgie, mais ça se généralise au niveau du corps. C'est souvent les cas de fibromyalgie. C'est le même type de maladie? Exactement, oui, bien sûr, parce qu'au niveau de la lombalgie, il y a plusieurs classifications, comme je vous disais. Oui. Si vous voulez, on en parle déjà. Allez-y. Voilà. Donc là, il y a une première classification. Bon, la première classification regroupe au niveau du premier siècle. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a l'os, il y a l'agencement de l'os avec le coussin au milieu. Oui. Voilà. Donc s'il y a un problème de l'os, il y a un problème au niveau de l'os, soit ici un problème au niveau des ligaments, c'est-à-dire des éléments qui permettent aux os d'être plus solides. S'il y a un problème au niveau du disque intervertébral, ça crée de la douleur. Cette douleur serait regroupée au niveau du type 1, au niveau du premier cercle vertébral. Au niveau du deuxième cercle vertébral, c'est une douleur au niveau des structures. Il n'y a rien, mais vous avez dans notre corps les voies de la douleur. Les voies de la douleur. Bon, pour faire plus simple. Les routes vers la douleur. Exactement, exactement, exactement. Donc, quand il y a une modification au niveau des voies de la douleur, ça peut être... Quelles sont ces voies de la douleur? Enfin, quand on parle de voies de la douleur, ce sont des fibres nerveuses, c'est-à-dire un influx nociceptif, enfin un influx de la douleur, empreinte de voies bien précises. Par exemple, quand je prends mon bras ou un bras, il
Il y a une route pour la douleur. Eh bien oui, bon, à ce allez, pour faire niveau. plus simple, imaginez si vous croyez le pied contre quelque chose, ça vous fait mal, mais quel est le premier réflexe que vous avez? Vous attrapez votre pied et vous pressez. Oui. Voilà, et ça vous soulage un peu. Donc c'est une route qu'on Oui, a, on ça a résume touchée tout. comme Ça ça. résume tout. Parce que là, en cognant la table, en cognant le pied contre la table, vous avez mal. Là, c'est la voie de la nociception qui est enclenchée. Mais quand vous pressez, vous activez les fibres de gros calibre. Et ces fibres iront bloquer le siège de la conduction de l'influx nerveux du suicide. Vous voyez, donc, bon, enfin, c'est un peu beaucoup plus médical. Oui. Voilà, donc à part ce cercle-là, nous avons le cercle psychosocial. Au niveau des cercles psychosocial, c'est là où je parlais tout à l'heure de la fibromyalgie. Donc la fibromyalgie qui a une grande composante psychologique. Ouais, donc on verra plus loin que même au niveau de la prise en charge de la lombalgie en temps normal, il faut un psychologue aussi. Voilà, donc plusieurs paramètres à prendre en compte, Voilà. plusieurs spécialités à solliciter donc pour s'en sortir, c'est ce qu'on retient. Et quand on parle de facteurs favorisants, c'est tout ce qu'on peut retenir. Bon, les facteurs favorisants, comme je l'ai dit, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a Donc on ne beaucoup. pourrait pas en finir aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Bon, c'est vrai Donc aussi. on évoque les plus importants. Ah oui, bon, sinon on a déjà évoqué. Autre facteur, il y a l'antécédent de lombalgie. Il y a aussi l'âge. L'âge, à plus de 40 ans. Plus de 40 ans, ça vous expose un peu. Enfin, je tiens à clarifier quand on parle de facteurs favorisants, tout à l'heure, bon, il y a aussi l'alcoolisme et le tabagisme. Souvent, ces facteurs favorisants se retrouvent un peu partout. C'est-à-dire que cela ne voudra pas dire que tous ceux qui prennent de l'alcool en grande quantité vont souffrir de la lombalgie. Non, ce n'est pas ça. Le facteur favorisant, c'est une observation scientifique. On a observé que parmi les lombalgies, quand on prend 10 personnes qui prennent régulièrement et de façon abusive de l'alcool, on a remarqué qu'il y a au moins 8 qui souffrent de lombalgie. Alors là, les scientifiques ont dit que, bien, pour ne pas souffrir de lombalgie, il vaut mieux ne pas prendre de la boisson. Ouais, il faut éviter au maximum. Voilà, donc c'est un peu ça. D'en abuser. Exactement, donc c'est très important de faire ce point de vue. Cela ne voudrait pas dire que tous ceux qui ont plus de 40 ans souffrent de mal du dos. Pas du tout. Mais c'est considéré comme facteur favorisant. Donc il y a l'âge aussi qui constitue un facteur favorisant. J'ai évoqué tout à l'heure le tabac et l'alcool. Ben voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire de façon sommaire. Sur les facteurs de risque en ce qui concerne donc la lombalgie qui, on le rappelle, est le mal du bas du dos. Je rappelle que vous pouvez appeler dès 15h30 sur cette émission au 21 33 84 19 ou au 65 00 24 24 et nous envoyer aussi des messages via WhatsApp au 65 00 24 24. Je suis en compagnie de Monsieur Christian Goudou. Il est kinésithérapeute et il nous entretient donc sur la lombalgie. On a évoqué les facteurs de risque, les causes. On a parlé également de la maladie. On a évoqué aussi des chiffres pour nous rendre un peu compte de l'ampleur que cette maladie a. Donc, et puis on poursuit cette fois-ci avec les symptômes. Est-ce que quelque chose pourrait nous... Comment sait-on qu'on est atteint de lombalgie? C'est vrai que c'est pas évident, vous l'aviez dit tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir? Ah non, c'est évident de savoir qu'on a mal ou pas. Ce qui n'est pas évident, c'est de déterminer la cause. Oui, c'est voilà. ce dont on parlait. D'accord. Bon, sinon la lombalgie, c'est très simple, c'est une douleur. Le terme malgie nous renvoie à une douleur. Enfin, c'est une sensation désagréable que vous avez et qui se retrouve au niveau de la charnière dorso-lombaire. Enfin, je dirais au niveau du bas du dos. Oui. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs types de sensations, il y a plusieurs types de douleurs. Et cette lombalgie peut avoir une composante. Enfin, pour m'exprimer en termes très clairs, c'est-à-dire la lombalgie, la douleur peut quitter le bas du dos et rentrer au niveau du pied. Au niveau du pied? Oui. Et là, vous verrez des gens qui vont dire la douleur s'arrête au niveau du genou. D'autres vont dire la douleur va jusqu'au premier orteil. Et d'autres vous diront la douleur va jusqu'au 5e orteil. Voilà, donc là, ça nous donne plusieurs aspects. C'est compte tenu de la racine nerveuse comprimée qui a le trajet de la douleur. Si la douleur s'arrête rien d'autre qu'au niveau lombaire, on va parler de lombalgie. Mais cette lombalgie, si ça donne une composante au niveau du membre inférieur, le membre pelvien, on va parler de lombosciatalgie. C'est-à-dire c'est une douleur qu'on ressent au niveau du bas du dos et qui rentre au niveau du pied. Qui évolue vers le pied. Voilà, qui évolue vers le pied. Et souvent c'est comme ça.
vous verrez des douleurs, j'ai mal au dos, mais ça rentre dans le pied. Ça peut rentrer dans le pied comme dans l'autre pied. Ça peut s'orienter vers n'importe quel organe ou c'est seulement vers les membres supérieurs Bon, et les membres inférieurs? Non, oui, uniquement vers les membres inférieurs, c'est vrai. Hein. Au niveau de l'irradiation vers le haut, au niveau du thorax, on en rencontre en très forte proportion. Sinon, souvent, cette douleur irradie au niveau du membre pelvien. D'accord. Voilà. Donc, c'est le médecin qui pourrait déterminer ce dont on souffre réellement, ou bien il y a un symptôme qui nous dit, voilà, c'est authentique, c'est vraiment une lombalgie. Oui, oui. Tout à l'heure, avec les causes, on a eu à voir qu'il y a d'autres causes secondaires. Au niveau des causes secondaires, j'évoquais les cas d'infection et les cas de cancer. Si vous avez mal au dos, mais ça peut être un cancer. C'est pas pour aux gens, mais ce n'est pas exclu. Raison pour laquelle, même si vous avez mal au dos et vous venez chez votre kiné, le kiné doit vous envoyer vers un médecin. Et c'est quand au médecin maintenant de poser le diagnostic pour dire, ah, ça c'est une lombalgie commune, c'est une lombalgie simple. Non, il ne s'agit pas d'infection, ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une fracture, ça peut aller. Donc, cet examen du médecin est capital. Voilà, donc quand on sent une douleur de ce côté-là, le geste à faire, on s'oriente vers un médecin pour qu'il puisse vraiment déterminer ce dont on souffre. Et quelles sont les complications? Je le disais tout à l'heure, on nous dit que ça ne tue pas, Ouais. mais c'est difficile de vivre avec. Ouais. Quelles sont les complications? Ça débouche sur quoi? D'abord au début, hein, souvent ça vient en phase aiguë. Vous avez mal pendant deux semaines, la douleur part. Vous ne traitez pas, la douleur revient encore 2 semaines après. Donc le premier risque, c'est d'abord un risque de chronicité. Une lombalgie aiguë que vous ne traitez pas de façon adaptée risque de vous amener vers la chronicité. Et pour la chronicité, comme vous le comprenez déjà, c'est que vous aurez mal tout le temps. Tout le temps, sans répit. Voilà. Maintenant, l'évolution, ça va dépendre de la cause. S'il s'agit de la hernie, si vous n'amenez pas le traitement approprié, ça peut évoluer jusqu'à une compression au niveau des racines. Et là, vous savez que la motricité, le fait que vous soulevez les pieds, cela dépend de la racine. Donc, quand il y a une compression au niveau de la racine, il y a risque de ne plus pouvoir soulever son pied. Vous voyez? Donc, il y a le risque de paraplégie. Voilà, donc une certaine infirmité. Exactement. Donc, vous allez en souffrir. Paralysie. Voilà. Bon, on évite souvent ces termes parce que ça fait peur aux gens. Oui, mais paraplégique, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Donc de manière terre à terre. Et voilà. Et puis je continue en disant qu'il peut y avoir des risques d'incontinence. Ah oui, parce qu'au niveau de la racine qui s'occupe de la continence, ça, je descends un peu plus bas au niveau des vertèbres sacrales. S'il y a compression au niveau de cette racine, ça peut vous donner même l'incontinence urinaire. Voilà, donc les urines, on ne contrôle plus. Ah ben voilà. Et ça se complique. Et voilà, donc là, vous avez parlé des complications, et c'est ça la complication. Voilà, et une autre complication? Bon, enfin, une complication, ça peut être lié peut-être à une opération. Parce qu'on verra tout à l'heure au niveau du traitement, c'est pas que la kiné. Il y a des cas où il y a urgence pour opérer. Et là, c'est le neurochirurgien qui s'en occupe. Maintenant, après les opérations, bien sûr, ce n'est pas toujours de réussite. Il peut y avoir d'autres opérations et d'autres complications liées à l'opération. D'accord, voilà donc pour ce qui est des complications. Les complications, vous avez, j'espère, pris bonne note. Maintenant, ce thème-là qui revient tout le temps, le traitement. Vous êtes plusieurs fois revenu là-dessus. Oui. On va s'y pencher maintenant. Comment ça se traite? La lombalgie, c'est vrai que vous nous avez dit entre-temps que ça se traite de plusieurs façons selon la cause. Oui. Alors dites-nous maintenant comment on traite la lombalgie. D'accord. Bon, si vous permettez, je vais rebondir un peu sur les types de lombalgie. Oui. Je parlais tout à l'heure de lombalgie aiguë, c'est-à-dire que vous avez mal une première fois. Donc là, le premier réflexe, c'est d'aller voir un médecin naturellement. Et là, le médecin peut vous mettre un traitement médicamenteux. Vous faites des prescriptions. Vous prescrivez des médicaments, vous prenez, et puis votre lombalgie peut se calmer. Donc ça, c'est le premier aspect pour lombalgie aiguë. Maintenant, si ça dépasse 3 mois, vous avez mal depuis 3 mois, là, vous rentrez dans la chronicité. Et quand vous rentrez dans la chronicité, vous convenez avec moi que la prise en charge sera autre. Donc, au niveau du traitement, il y a en gros 2 types de traitements. Vous avez un traitement conservateur et un traitement chirurgical.
Au niveau du traitement conservateur, comme son nom l'indique, c'est un traitement conservateur, on n'ouvre rien. Donc là, au niveau du traitement conservateur, vous avez d'abord le traitement médicamenteux. C'est le médecin qui s'occupe de ça. Et vous avez évidemment la rééducation. Oui, ça c'est sans médicaments comme l'exigeait une des intervenantes au début. Exactement. Donc c'est ça d'ailleurs le rôle du kiné. Maintenant, vous venez pour, après prescription, je tiens quand même à dire, lorsque le médecin voit, on avait parlé entre-temps d'un équilibre là, entre les muscles, Oui. voilà. Et lorsque le médecin voit que c'est cet équilibre qui est rompu, le muscle qui est faible, il n'y a pas de médicament à prendre pour que le muscle soit fort. Ça n'existe nulle part. Donc il faut penser à un autre moyen. Voilà, donc il faut renforcer le muscle. Il faut faire travailler le muscle parce que le muscle a été créé pour une action donnée. Et là, c'est le rôle du kiné. Donc au niveau de la rééducation, il y a plusieurs paliers. Un patient qui est adressé au kiné, qui souffre vraiment, donc qui est vraiment en phase algique, le kiné va administrer d'abord un traitement antalgique. Et au niveau du traitement antalgique, on dispose de plusieurs moyens. Le kiné, je tiens à dire que dans les systèmes anglo-saxons, on parle de physiothérapie. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement guérir le mouvement par le mouvement, comme on le dit souvent, mais c'est également utiliser les agents physiques, notamment la chaleur. La chaleur. Voilà, la chaleur. Quelle sorte de chaleur? Ah oui, chez nous, on fait des thermothérapies. C'est que la chaleur a des avantages énormes. Donc, on peut utiliser la chaleur sous plusieurs formes. Donc, on utilise la chaleur souvent sous forme de thermothérapie. C'est conçu pour ça et on met de l'eau chaude dedans. Vous enveloppez ça d'une serviette, vous déposez au niveau de l'endroit où vous avez mal et ça vous soulage. D'accord. Voilà. La Donc, thermothérapie. la thermothérapie. Maintenant, dans la thermothérapie, on a plusieurs options. Donc, on peut utiliser aussi par onde, la chaleur par onde. Et là, c'est le cas de l'infrarouge. Donc, il y a aussi l'infrarouge qu'on utilise pour faire disparaître ces douleurs. Toujours au niveau du traitement antalgique, il y a ce que tout le monde connaît pour les kinés, c'est le massage. Oui. Voilà. Et là, si vous le permettez, je compte faire une petite clarification entre masseur et kiné. Voilà. Oui, c'est permis, allez-y. Voilà. Donc là, la différence est grande. Oui, Grande. oui, la différence est grande. Le masseur, comme son nom l'indique, il ne sait que masser. Voilà. Mais je vous disais tout à l'heure qu'il y a un groupe de muscles qui peut être faible. Ce n'est pas en massant le muscle que le muscle deviendra fort. Vous voyez, donc le masseur s'occupe rien que du massage. Vous voyez, alors que le kiné utilise le massage pour un objectif donné. C'est-à-dire c'est lui qui juge de l'utilité. Donc il a plusieurs cordes à son arc pour Voilà, pouvoir voilà, mettre voilà. son Et puis, patient. voilà, il faut savoir quand est-ce qu'il faut utiliser le massage. Parce qu'il y a un certain moment de traitement, on ne masse plus les patients. Maintenant, tout le monde sait que le massage du temps, le massage, ça vous relaxe. Donc, sachez que vous ne pouvez pas aller chez votre kiné pour dire il faut me masser. Ah non, pas du tout. Il vous dira non. Parce que c'est lui qui décide de quand il faut masser. Et quand est-ce qu'il faut masser? C'est lorsqu'on voit que votre dos est cambré. C'est lorsqu'on voit que vous avez une contracture musculaire et qu'on essaie de faire des manœuvres de massage là-dessus. Alors que le masseur, lui, il restera là juste pour masser. Et nous sommes des rééducateurs. Pourquoi rééducateurs? Parce qu'on verra ça plus loin. Hein, qu'au niveau de la pathologie, il y a certains comportements qu'il faut changer. C'est qu'une autre éducation a inculqué. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc apprendre, hein, c'est ça, rééduquer. Voilà. Voilà, on va revenir là-dessus certainement. Oui. On a parlé donc là du traitement, c'est fini, on s'en arrête là? Ah non, Le non, pas du tout. traitement? On était au niveau du massage, on n'a encore rien fait. On est au niveau du traitement antalgique où j'évoquais le massage. Maintenant, au niveau du massage, il y a plusieurs techniques de massage. Il y a les effleurages, il y a le pétrissage, ben, voilà. Et il y a plusieurs types de massage. Et puis, le massage, on en parle tout comme si c'est si simple. C'est pas si simple, c'est tout un art. Il y a plusieurs variétés de massage. Il y a le massage transversal de Sirias, FTP. Donc, c'est en fonction du cas que le kiné choisit sa technique pour masser. Donc, ceci dans le but de faire diminuer la douleur. Après ça, nous avons l'électrothérapie. L'électrothérapie, on utilise le courant électrique pour faire diminuer la douleur. Donc, il y a des appareils qui ont été conçus pour ça, pour faire diminuer la douleur. Donc, ça, c'est sur le plan antalgique. Maintenant, à part le passage de l'influx douloureux, souvent, quand vous avez vraiment mal au dos, vous n'arrivez pas à vous abaisser comme ça sur le bras. Donc, souvent, il y a une limitation articulaire. Et quand il y a une limitation articulaire, le kiné doit œuvrer pour récupérer l'amplitude.
Donc, après la récupération de l'amplitude, le muscle qui a été diagnostiqué faible, il faut le renforcer par des exercices précis. Et ces exercices, c'est souvent par rapport à l'action du muscle. Donc, après la récupération de l'amplitude, il y a le renforcement musculaire. Après le renforcement musculaire, ce n'est pas encore suffisant. Il faut travailler encore la vigilance du muscle, d'où la proprioception. Et enfin, on finit par le réentraînement du corps. Donc, voilà à peu près les grandes lignes du traitement kiné. Voilà. Donc la rééducation, une partie donc de ce traitement. Et quand on veut, il y a aussi, vous aviez dit qu'il y a, comment dirais-je, des médicaments qui entrent en ligne de compte pour le traitement également. Oui. Donc, ça fait, et sur le plan psychologique, comment ça se fait quand la cause est psychologique? D'accord, si vous le permettez, je tiens quand même à signaler que pour le traitement médicamenteux, le kiné n'est pas formé pour prescrire les médicaments. Voilà, donc ça on laisse le son médecin, le ressort du médecin. Du médecin. Voilà, mais tout ce que je viens de vous citer comme moyen, la kiné dispose de ça. Alors, pour le facteur psychologique, je parlais au niveau du dernier cercle de la douleur, au niveau du cercle psychosocial. Oui. En temps normal, il faut un psychologue. Voilà, mais vous savez que nous sommes dans un pays où le panier de la ménagère n'est pas si consistant. Oui, le niveau de vie est... Voilà, parce que là, supposer et endosser même les soins de kiné constitue déjà un casse-tête. Ah, ça revient cher, les soins de kiné? Oh non, pas trop cher, pas trop cher. Pas trop cher, pas trop cher. En tout cas, c'est toujours faisable. Mais le problème qui se pose avec les patients, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus habitués à un type de traitement. Quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit des médicaments ou on te fait des injections. Oui. Ah ben, comme le kiné ne fait pas cela, certains estiment que bon, si on le prescrit 20 séances, après 3 séances, il a déjà des satisfactions, il se dit, bon, écoutez, ça vaut la peine encore de continuer. Et là, ceux-là reviennent encore. Parce que le traitement n'est pas allé à son terme. Eh oui, parce que vous verrez tout à l'heure, il disait qu'après le passage de l'effet douloureux, il faut récupérer l'amplitude. Parce que vous verrez des gens avec le mal du dos n'arrivent pas à se redresser. Oui, donc il faut avoir le redressement, il faut renforcer le muscle. Donc, et puis, il faut aussi faire le réentraînement d'effort, notamment la marche. J'espère qu'on va y revenir tout à l'heure. Donc là, un patient qui ne suit pas tout ce traitement, mais il va beau faire la kiné, mais il va encore revenir. Voilà, donc il faut aller à la fin jusqu'au bout pour pouvoir donc avoir satisfaction en ce qui concerne donc le traitement, voilà, sur lequel je pense qu'on vient de terminer, on vient de dire l'essentiel. Sinon, si vous avez 2 ou 3 choses à ajouter pour qu'on embraye sur une autre thématique par rapport à la lombalgie. D'accord, bon, il y a aussi le traitement chirurgical qui vient à moindre mesure parce que nous avons quand même quelques neurochirurgiens qui sont là, où on n'a même plus besoin d'une évacuation sanitaire pour des cas de lombalgie. Donc il y a aussi ce type de traitement qu'il ne faut pas aussi oublier, ou après les traitements conservateurs, et je disais tantôt c'est conçu des traitements médicamenteux et de la rééducation. Il arrive des cas où, malgré ces deux traitements, ça n'arrange pas, ça n'avance pas. Là, il y avait des traitements chirurgicaux. Voilà. Donc c'est compris. On va y aller pour l'avant-dernière question, et c'est une question aussi qui est revenue sur les messages WhatsApp qu'on a reçus. C'est bel et bien les précautions à prendre, les conseils pratiques, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, on ne dira jamais assez. Ah oui. Oui, c'est vrai, en matière de précautions, nous allons parler d'abord de l'école des dos. Nous allons partir de la configuration de notre rachis. Comme je viens de vous le dire tantôt, une succession d'os intercalés de coussins qu'on appelle 10 intervertébrales. Et là, cette constitution osseuse est faite pour que nous soyons toujours droits. Mais quand vous faites l'effort, quand vous faites l'erreur, j'allais dire, de vous courber, ça crée des contraintes au niveau du coussin. Et je vous disais que juste à côté du coussin, vous avez le nerf et rien ne touche au nerf. Quand il y a une compression nerveuse, vous avez la douleur. Donc, ce qui fait qu'en matière de prévention, on va beaucoup plus insister sur le fait de pouvoir toujours garder le dos droit, en toutes circonstances. Voilà, donc il faut bien s'asseoir. Voilà, donc on commence là. Le dos droit, je commence l'exercice moi-même, voilà. Voilà, exactement, donc garder le dos droit. Maintenant, pour se lever, il y a une technique pour se lever aussi. Il ne faut pas se lever comme on veut. Ah ben non, pas du tout. Comment se lever alors? Voilà, donc là, si tu mets toujours sur le côté,
vous mettez toujours sur le côté, et vous pliez vos pieds vers l'avant, et puis vous vous aidez de vos mains pour vous lever. Là, c'est quand on est couché. Quand Voilà, on veut quand se relever. on fait le contraire. Donc, si vous voulez vous lever, vous vous mettez sur le coucher, vous dégagez vos pieds et vous vous levez. Maintenant, si vous voulez vous asseoir, si vous voulez vous coucher, du moins, vous essayez de vous asseoir d'abord et de vous mettre d'abord sur le côté avant de tourner. Ça paraît protocolaire, mais sachez que c'est très utile. C'est très utile. Voilà, et on le fait même sans y penser, quand on souffre vraiment. Hein. Quand on souffre vraiment, on le fait sans y penser. Voilà. Donc là, vous verrez qu'au niveau des précautions, il suffit juste d'agir sur les facteurs de risque. On parlait tout à l'heure de l'alcoolisme. Oui. Donc éviter l'alcoolisme, éviter le tabagisme. Donc maintenant, pour la manutention de poids, ce n'est pas que c'est interdit, mais il y a une méthode. Toujours avoir le tout droit. Et là, je pense que lorsque les auditeurs vont se rapprocher de leurs kinés qui sont à côté, parce que les kinés, il y en a maintenant un peu partout, là, le kiné va donner encore beaucoup plus d'informations. Parce qu'on dispose de plusieurs techniques pour éviter ce mal. Par exemple, quand on doit travailler devant son ordinateur, parce que c'est ce qui a été souligné à plusieurs reprises à l'entame de cette émission. Oui. Est-ce que vous avez des astuces, des conseils dans ce sens-là? Oui. D'abord, ce n'est pas l'ordinateur qui a créé la lombalgie. Non. D'abord, n'oubliez pas qu'on a parlé de la sédentarité. Dans ce cas, c'est souvent les sédentaires. C'est des gens qui passent tout le temps, à longueur de journée, en position assise et qui refusent de marcher. Parce que souvent, on entend, on dit, je n'ai pas le temps pour marcher. Mais c'est grave si vous n'avez pas le temps pour vous-même, alors que vous avez le temps pour votre véhicule, pour le vidange et autres. Vous voyez que c'est dommage. Donc là, ce problème, c'est un problème de sédentarité. C'est un problème de sédentarité où devant l'ordinateur, effectivement, évidemment, il faut garder le dos droit, il faut revoir le dossier au niveau des chaises pour que ça soit droit. On ne pas s'adosser même au niveau des vivants. Des fois, on s'adosse un peu n'importe comment. Les dossiers sont faits pour s'adosser, non? Ah oui, mais il faut que ça respecte les normes. Il faut Okay. que ça soit tout droit. Si c'est incliné, c'est trop incliné, c'est pas bon pour votre dos. Ah, ben, on croit pouvoir se relaxer ainsi, pouvoir se reposer. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous savez qu'en matière de colonne lombaire, ça ne pardonne pas. Le résultat est là automatiquement. J'ai encore en souvenance un patient qui est venu parce qu'il a pris quelque chose au niveau de son frigo. Pourquoi? Parce qu'il s'est abaissé et pour se relever, ouf. Donc il faut savoir s'abaisser. Ah oui, pour se relever, il a une vive douleur qu'on appelle le lumbago. Et là, pour se relever, il a su maintenant qu'il faut faire attention. D'accord. Et qu'est-ce que vous lui avez conseillé quand on veut s'abaisser, comment il faut s'arranger quand on veut se relever? Pour s'abaisser, il y a plusieurs techniques. D'abord, on peut plier les genoux. D'abord, je tiens quand même à dire que les techniques sont personnalisées. Ok, c'est selon l'organisme, oui, selon la personne. Oui, je prends pour les petites personnes ou pour les grandes. Oui, vous l'avez évoqué pour les petites personnes. Quand vous observez un peu les enfants. Les personnes de courte taille, j'allais dire. Voilà. Non, enfin, parce que là, il faut que je le dise. Pour les enfants de 2 ans, 3 ans, quand vous les observez, vous ne les verrez jamais se couper. Vous pouvez observer. Oui, l'enfant pour jouer, fléchit toujours les 2 genoux. Ah oui, donc c'est inné en nous. Et c'est la position idéale. Ah oui, ben, il le fait de façon instantanée. Parce que le corps n'est pas fait pour se courber. Et là, il le sait maintenant. C'est avec l'âge où la maman qui doit faire la lessive pense que s'asseoir sur un tabouret, avoir son dos droit, qu'elle est déjà paresseuse, et se courbe. Et le résultat, c'est ce que vous connaissez. Ah, donc il faut rester assise pour faire la lessive. Ah oui, s'asseoir, avoir le dos droit. Toujours le dos droit. Toujours le dos droit. Ça, c'est la règle d'or. Maintenant, après ça, donc je disais qu'une dame de 65 ans qui a mal au dos, qui ne veut pas, enfin, qui veut prévenir le mal du dos, on ne peut pas lui dire forcément de s'accroupir pour prendre quelque chose. Parce que là, avec l'âge, il y a les risques d'ostéoporose, les femmes, peut-être les effets de ménopause. Ou avec elle, on va beaucoup plus s'intéresser à d'autres techniques. Où elle va soulever le pied qui est en arrière, bon, je dis comme ça, soulever le pied qui est en arrière pour s'abaisser. Voilà. D'accord. Voilà, donc ça varie hein, selon la personne. Exact. Et les personnes qui sont grandes de taille, par exemple, qui ont du mal à se courber parfois aussi. Oh ben non, ce n'est pas une question de taille. Parce que même si vous êtes élancé, vous pouvez... Il faudra que ces personnes-là s'accroupissent aussi, c'est bien ça? Bien sûr, c'est le preuve. Enfin, comme je l'ai dit, lorsqu'ils vont se rapprocher des kinés, les kinés vont leur donner
la technique appropriée. Adéquate. Voilà, adéquate pour ça. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Comme le dit, chaque patient a un cas clinique spécifique. Voilà, donc c'est selon le cas, on ne va pas généraliser, mais on va juste donner quelques conseils qui peuvent quand même aider, des conseils pratiques. Vous en avez, je l'imagine, vous en avez plein dans le sac. Oui. En matière de conseils pratiques, je commence d'abord par le risque de la sédentarité. Ça, on peut l'éviter facilement. Parce que vous voyez, la sédentarité, non seulement ça rentre en ligne de compte avec la lombalgie, mais également pour les pathologies cardiovasculaires. J'espère bien qu'on aura autre opportunité pour en parler. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Hypertension artérielle, on fait un AVC, on est paralysé. Voilà. Donc, sachez qu'en marchant simplement, vous pouvez éviter ça. Donc, il faut beaucoup marcher. Il faut beaucoup marcher. Et puis là, vous voyez, la marche ne coûte rien. La marche, elle est automatique comme la respiration. Maintenant, par la force des choses, et ça peut des fois, on est un peu embêté par la mentalité. La mentalité, on pense que la marche fait l'apanage de celui qui est au dernier rang social. Ou quand vous voyez marcher, on vous dit, écoutez, votre vélo, et votre moto, et votre voiture. Je peux vous aider, mais si vous voulez aider, il faut laisser la personne marcher. Vous voyez, donc il y a la marche qui est très, très, très importante. Vous voyez, et là, je pense quand même que c'est le moyen le plus simple pour éviter plusieurs pathologies. Il faut marcher combien de fois, combien de temps chaque jour? Oui, merci bien pour la question, parce que là, ça permet de rebondir sur les sportifs du dimanche. Ah oui, sur les sportifs du dimanche, parce que certaines personnes pensent que bon, j'accumule tout, je ne fais rien dans la semaine, et puis hop, j'ai le dimanche pour faire le sport. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. Bon, c'est vrai que nous allons revenir encore sur ce qui se fait encore au niveau des stades, même pour les personnes âgées. Vous voyez? Donc là, pour la marche, il faut au moins avoir 30 minutes de marche tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Maintenant, bon, si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, vous pouvez le faire, disons, 3 fois dans la semaine. Vous pouvez avoir 30 à 45 minutes de marche, vous transpirez bien. Et je pense que le faire même tous les jours, c'est si simple. Si vous êtes en voiture, je le dis souvent à mes patients, et vous dites à votre chauffeur de vous garer 30 minutes. Vous descendez à 30 minutes de marche de votre maison, et puis là, vous le faites tout le soir. Ça vous fait beaucoup de bien. Et compte tenu de ce que ça vous évite, je pense quand même que ça vaut le coup. Et l'autre chose aussi est que nos voies ne sont pas faites pour marcher. Voilà encore un autre phénomène. Il n'y a pas la place pour le piéton. Pour le piéton, oui, il faudra affronter les motocyclistes. Je pense quand même que si les autorités sont à l'écoute, ils sont interpellés par rapport à ça. Par rapport à la place du piéton, on devait l'avoir. Et puis justement, par rapport aux infrastructures routières, vous avez parlé des pavés qui vraiment sont des facteurs de risque par rapport à la lombalgie. Oui, bien sûr, il y a une étude qui a comparé les usagers du pavé, ceux qui utilisent beaucoup plus le pavé et ceux qui utilisent les voies goudronnées. Et puis on a su qu'il y a une différence significative où les pavés constituent aussi un facteur de risque. Alors qu'on n'a pas tellement de choix ici, il y a tellement de pavés, donc... oui, bon, vous savez, en matière de choix, il y a aussi, je vais vous faire une petite observation, surtout par rapport à la marche. On dit souvent, je n'ai pas le temps, mais observez un peu les expatriés qui sont avec nous. Faites le tour à l'arrêt vive. Vous verrez quand même des gens qui marchent, mais ce n'est pas que le dimanche. Allez à la plage, ce n'est pas que le dimanche que ceux-là marchent. Vous voyez, les Libanais, les expatriés. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que la marche constitue un élément très très important. Vous voyez? Et nous, bon, on a toutes les raisons pour ne pas marcher. On pense qu'on n'a pas le temps. On pense. Et le résultat, c'est ce que vous savez. C'est beaucoup de pathologies. Donc là, je commence par la marche où il faut marcher. Maintenant, pour marcher, vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et commencer par faire 40 minutes de marche. Non. À un certain âge, je vous conseille d'aller voir un médecin, vous en parler. Il vous fait un bon de rééducation, c'est-à-dire compte tenu des causes, le médecin vérifie si votre mal du dos n'est pas dû à un cancer, n'est pas dû à ceci, n'est pas dû à cela, et il élimine les autres facteurs, il vous envoie chez le kiné, et maintenant c'est votre kiné qui va faire le réentraînement à l'effort. Je l'ai évoqué tout à l'heure à la fin du traitement kiné. Et au niveau du réentraînement à l'effort, le kiné va faire travailler vos muscles un à un. Vous voyez, parce que là, il faut avoir une progression. Oui. Vous pouvez faire 15 minutes de marche aujourd'hui, après c'est 20 minutes, après c'est 21 minutes, après, vous augmentez jusqu'à un certain niveau. Donc, il n'y a que le kiné qui est formé pour ça, qui puisse vous dire, oui, tel que vous marchez, là c'est bon, faites pour telle minute, vous voyez, de marche. Et comme on a dit, c'est la rééducation.
si vous adoptez cette nouvelle éducation, mais vous allez vraiment vous en sortir, où le mal du dos n'est vraiment pas du tout une fatalité. D'accord. Juste 3 minutes, 3 ou 2 pour parler des autres conseils et pour évoquer rapidement. Vous avez parlé en offre de la literie. Il faudrait utiliser comment dirais-je, ces commodités, oui. Ouais. Il faudrait que le matelas soit de bonne qualité. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des lits où il faut faire son appareil, votre tête et vos pieds sont en haut. Et là, ça vous expose effectivement à la lombalgie. Nous n'allons pas faire de publicité pour une structure donnée. Mais choisissez les lits où c'est un peu dur. Si c'est trop moelleux, ce ne sera pas bon. D'accord. Et à part ça? Bon, à part la literie, comme je l'ai dit, il faut commencer par diminuer prise de l'alcool, prise du tabagisme, lutter contre la sédentarité, respecter les règles d'hygiène de dos. Enfin, on appelle ça carrément l'école du dos. Hein. Oui, lorsque vous allez voir votre kiné, il va vous donner beaucoup d'informations sur comment même, enfin, pour se brosser, comment se tenir même. Comment se tenir. Il ne faudrait pas se courber non plus. Ah oui, non, pas du tout, pas se courber. Mais là, on doit se courber pour pouvoir accéder au lavabo. Oh non, mais là, vous pouvez vous mettre en fente. Il suffit de décaler juste un pied. Il est plus réglé. Vous voyez? Donc, il y a tant de conseils, il y a tant d'astuces qu'on peut utiliser qui ne vous coûtent rien. Et puis, bon, je pense quand même qu'il y a en respectant ceci, et puis en évitant la sédentarité. J'insiste beaucoup sur la sédentarité. Hein, parce que là, surtout pour le facteur chronique, la personne qui marche de façon régulière pour rebondir sur la prise en charge psychologique, il a démontré que la marche aussi a un effet bénéfique au niveau psychologique. C'est que ça permet la sécrétion de la sérotonine, qui est une hormone très très importante. Vous voyez, donc là, je pense que la marche vraiment vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de commencer par marcher et de mettre ça dans son quotidien. D'accord. Voilà, donc c'est quasiment fini pour cette émission. Quelques conseils. Merci à vous, Monsieur Christian Goudou. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute. Donc, vous nous aidez vraiment en ce qui concerne donc l'organisme. C'est déjà la fin de cette émission. On a parlé aujourd'hui de la lombalgie, le mal du bas du dos. J'espère que vous avez eu quelques précisions sur cette maladie. Thank you.